Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la subconscience. Je suis Jacques Heilbronn, le directeur de cette chaîne qui compte plus de 3000 vidéos et qui existe depuis 7 ans. Et je voudrais vous parler d'astrologie et de cyclicité. Alors, je lisais récemment un ouvrage très intéressant qui vient du Canada, de Serge Larrivé, quand le paranormal manipule la science, comment retrouver l'esprit critique, que m'a envoyé mon ami Daniel Kobi. Bon, je dis ça comme ça. Mais il est un fait que l'un des grands arguments contre l'astrologie, c'est le fait qu'elle ne soit pas réfutable, ou si on préfère, qu'elle ne soit pas falsifiable. C'est-à-dire que quand on dit une chose, il faut montrer qu'on ne peut pas prouver le contraire, ou du moins qu'on ne peut pas faire apparaître un phénomène exactement inverse, ou par exemple si je dis qu'à un point A il y a ceci, si on me prouve qu'à un point B il y a la même chose, mon argument sur le point A il va sauter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de raisons que les choses se passent au point A qu'au point B. Donc en insistant sur le point A, il faut que je montre aussi qu'au point B, il n'y a pas les mêmes phénomènes. Sinon la démonstration n'est pas déterminante, n'est pas concluante. Alors c'est là qu'il faut se situer, et comme dit très bien Larrivé, quand un chercheur met en place une loi, il doit passer ensuite le maximum de temps à montrer qu'elle n'est pas réfutable et qu'on ne peut pas prouver le contraire. Et il doit partir sur d'autres hypothèses, d'autres modèles, et montrer que ces autres modèles ne donnent pas les mêmes résultats. Et ça, ce travail-là est souvent fort peu conduit. Bon, alors, la grande question qui se pose justement lors d'un débat qu'on a eu récemment au Café Tao de Jean-Luc Berlet autour de la femme, le samedi 7 au Ballon Rouge, c'est de savoir quelle est la place de la femme, quel est le rôle de la femme, non seulement sur le plan de la conscience, mais sur le plan de la subconscience. Et en fin de compte, je m'aperçois qu'elles ne savent pas très bien où elles s'en sont. Elles ne connaissent pas très bien leur place. Elles savent, en revanche, qu'elles veulent la place de l'homme, ça elles le veulent, mais elles ne sont pas en mesure de penser leur place autrement que celle de l'homme. Et ça, c'est un défaut cognitif, un défaut épistémologique, un obstacle épistémologique en tout cas, qui est assez fâcheux. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur trouver une place dans cette sorte d'errance dont elles sont victimes. Où les installer? Ça me fait penser un peu au sionisme. C'est-à-dire, il faut les mettre quelque part, ces femmes. Je ne parle pas de déplacement spatial, mais il faut leur trouver un espace où elles pourront affirmer leur identité et leur spécificité. Et pour l'instant, elles sont dans l'errance, elles sont dans la migration. Elles sont là, elles arrivent là, elles veulent être là, elles débarquent, elles veulent ceci, elles veulent cela, mais elles ne savent pas elles-mêmes qui elles sont, où elles sont. Alors j'ai tenté de leur proposer quelque chose qui n'est pas très simple pour elles, à savoir que leur problématique n'est pas celle de l'affirmation individuelle, mais celle d'une affirmation collective. Et affirmation collective ne veut pas dire forcément affirmation collective en tant que femme, mais affirmation collective en sens de faire se manifester un certain nombre de choses dans le monde, leur apporter une visibilité. Voilà, c'est le mot qui me paraît important. Les femmes sont des acteurs de la visibilité. Et d'ailleurs, on le voit assez facilement dans la procréation, où l'acte premier est assez invisible, l'acte de la conception est assez invisible, alors que l'acte de l'accouchement, l'acte de naissance est infiniment plus visible au bout de 9 mois, beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant et beaucoup plus officiel et visible. Il y a donc dans cette dialectique-là, la femme, elle apporte une visibilité, elle conduit vers une visibilité progressivement, alors qu'au début, il s'agit de quelque chose de relativement ténu, mais fondamental. Bien, c'est cette dialectique-là que je propose dans le rapport, dans le contrat social entre hommes et femmes. C'est que les femmes, elles conduisent le processus initial masculin vers un aboutissement beaucoup plus large, beaucoup plus horizontal,
et non pas seulement verticale. Alors j'en ai parlé aux personnes, à certaines personnes de l'assistance, pendant, après la réunion, et il m'a semblé qu'il y avait un certain écho dans mes propos, mais pas encore totalement puissant, mais quand même, quelque chose, il y avait l'espoir peut-être d'une espèce de répartition des rôles, non pas seulement dans la synchronie, mais aussi dans la diachronie. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose, comme on dit dans l'Ecclésiaste. Tout est vanité, mais il y a un temps pour chaque chose, et bien qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Enfin bon, vous connaissez ça. Tachat Shemesh. Et donc, la visibilité, la prise de pouvoir, puisque finalement, le cycle de 7 ans est lié à la prise de pouvoir. Hein, la prise de pouvoir, je ne reviens pas sur les bases astronomiques du cycle de 7 ans, que j'ai déjà exposé dans d'autres vidéos, la prise de pouvoir qui fait qu'à un moment donné, on a le pouvoir féminin qui prend la place du pouvoir masculin parce qu'il va choisir, il va faire son choix. Parmi toutes les c'est comme l'ovule par rapport au spermatozoïde, donc quelque part, il y a un choix qui fait que il y a une sorte de mouvement de masse vers un homme. Mais ce choix vers un homme, c'est un choix qui est fait par les femmes, en quelque sorte, qui est dû aux femmes. C'est donc leur travail. Donc c'est un peu paradoxal, parce qu'effectivement, les femmes montreraient leur pouvoir en mettant en avant un homme. Mais n'empêche qu'elles seraient les faiseurs de rois à ce niveau-là. Et inversement, dans la phase conjonctionnelle, par opposition à la phase disjonctionnelle, ce seraient les hommes qui, à un moment donné, affirmeraient leur domination sur les femmes par leur génie et surtout par le fait qu'ils n'ont pas besoin de la foule. Des individus qui seraient des individus mondes, en plus, des individus qui ne seraient pas des microcosmes mais des macrocosmes, comme des surhommes en quelque sorte, qui émergent à certains moments et qui ont un charisme, qui ont une puissance d'expression qui l'emporte sur la masse. Donc c'est cette dialectique du peuple et du chef qui est constamment en jeu, constamment en guerre, constamment en lutte, pour parler comme les marxistes, la lutte des classes, qui nous intéresserait, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut être équitable. Et comme je le disais hier à la réunion, je dis, au fond, pour parler un peu comme Candide, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. En réalité, si nous considérons que le monde ne va pas, c'est surtout parce que nous ne comprenons pas comment il va.